Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Monsieur Pape Madické Diop. Bonjour. Bonjour Mamadou. Pape Madické Diop, vous êtes le président, directeur général de Bordeaux Management School, BEM, et docteur en sciences de gestion. Les aminautes, pour reprendre notre digital manager Maguette Coulibaly, nous suivent sur Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM, sur Facebook à travers notre page et sur notre application GFM et vous, disponible sur Android et sur Apple Store. Ils vous ont posé des questions sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Pape Madické Diop, merci donc d'avoir accepté notre invitation. PDG de 3 grandes écoles, Bordeaux Management School, l'École supérieure des techniques de gestion et l'Institut Telma. Vous êtes aussi membre de plusieurs conseils d'administration au Sénégal, en Afrique et en France et avez une longue expérience d'enseignant, de consultant et de praticien au Sénégal, en Afrique et en France dans les domaines de la stratégie, du management des ressources humaines, du droit, de l'organisation et de l'entrepreneuriat. Vous conseillez des dirigeants et intervenez au sein de nombreuses multinationales, PME et sociétés ou agences nationales. Docteur en sciences de gestion du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, vous avez soutenu une thèse portant sur la motivation entrepreneuriale dans le contexte ouest-africain francophone. Vous avez également une formation de fiscaliste. Je vous laisse saluer les auditeurs puisque c'est une première. Merci beaucoup Mamadou. Je suis très heureux et très fier d'être ici dans cette prestigieuse émission qu'est le Grand Jury. Je suis d'autant plus heureux que, vous l'avez dit, c'est la première émission à laquelle je participe au Sénégal. Et je fais cette émission avec vous. Je suis très heureux parce que j'ai beaucoup d'attachement à votre personne et au travail que vous avez accompli depuis si longtemps dans la presse. Je salue donc vos collaborateurs du groupe Futur Média, mais aussi le président du groupe, M. Youssou N'Dour, pour ce qu'il représente, la référence qu'il est pour la jeunesse africaine et son leadership également. Mamadou, je profite aussi de cette opportunité qui m'est donnée pour m'incliner devant la volonté divine. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a accompagné l'un de ses grands serviteurs, le président Djiboka, le ministre d'État Djiboka. Justement, mes premières questions vont porter sur 2 personnalités politiques disparues. Djibo Leyti Ka, vous l'aviez dit, jeudi dernier, et votre père, Mbaye Jacques Diop, décédé au mois de septembre de l'année dernière. D'abord, Djiboka, ancien ministre à plusieurs reprises, ancien député, président de la Commission nationale du dialogue des territoires et secrétaire général de l'URD, pour avoir grandi à l'ombre de votre père Mbaye Jacques Diop, un autre socialiste, tout comme Djiboka. Que pouvez-vous dire justement à propos de Djibo Leyti Ka? Vous l'avez réellement connu? J'ai connu le président Djibo Leyti Ka. Je l'ai dit, un grand serviteur de l'État, un grand commis de l'État, un homme d'un courage exceptionnel. Courage à la fois physique et intellectuel. Un homme d'idées, de conviction. Il est parti tôt parce qu'il n'avait que 69 ans. Les Sénégalais qui ont découvert son âge aujourd'hui étaient très étonnés, parce que ça fait très longtemps qu'il sert l'État, qu'il est au cœur de l'État. Dès sa sortie de l'ENA, il a intégré l'administration sénégalaise. Il a notamment été auprès du président Senghor. Il a été son directeur de cabinet. Il a appris énormément aux côtés du président Senghor. La dernière fois que je l'ai vu, il était venu nous témoigner sa sympathie à Rufisque, à l'occasion du rappel à Dieu, vous l'avez dit, de Maître Mbaye Jacques Diop. Les 2 hommes se connaissaient, avez-vous eu l'occasion de discuter de Djiboka avec votre papa, par exemple, Mbaye Jacques Diop? Bien sûr, absolument. Oui. Le souvenir qui me vient à l'esprit, c'est en 1990, lors des renouvellements à Rufisque, Djiboka avait été le commissaire du Parti socialiste. Et c'était un moment de tension politique, d'agitation politique. Il fallait faire preuve à la fois de discernement, de distance, mais aussi de courage. Rufisque, terre de feu. Oui, Oui. Depuis très longtemps, parce Oui. que Rufisque est une ville très agitée, une ville très politique, comme les Saint-Louis, comme les Thiès. Oui, assurément, c'est un grand homme qui est parti. Je voudrais aussi, Mamadou, si vous le permettez, profiter de cette occasion pour saluer, m'incliner devant la mémoire de M. Amadou Tidiane Ba, Oui, ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, que j'ai bien connu aussi. Mais aussi, puisque l'année 2017 a été une année éprouvante
nous avons perdu des hommes de grande valeur. On a cité le président Djiboka, le ministre Amadou Tidiane Ba, mais également récemment Serigne Abdou Fattah Mbacké, le khalife de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma de Darou Khoudoss. Ouais. Mais aussi, en début d'année, un homme exceptionnel, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Ouais. Et pour terminer, des hommes exceptionnels qui ont bâti aussi le Sénégal économique. Je veux parler de Aliou Sow, le président de CSE, et Amadou Mokhtar Sow, qui était le président de SIPL et ancien président du Conseil national du patronat. Tout à fait. Et puis Habib Thiam, Serigne Moustapha Sy. Bien sûr, le Premier ministre. C'est vrai, l'année 2017, une année Serigne très Moustapha très chaude. Sy, toutes ces personnalités de grande envergure. Le Sénégal a perdu des fils, des hommes de valeur. Alors, pour rendre d'ailleurs hommage à Djiboka, RFM a tenu à diffuser ce dimanche à 22h l'émission Grand Jury qu'il a reçue en 2015, émission que vous pouvez écouter donc ce soir à 22h sur nos antennes, la RFM. Pape Madické Diop, c'est à cette même période, l'année dernière, le 11 septembre 2016, que votre père Mbaye Jacques Diop est décédé. Vous êtes son fils aîné. L'aîné est celui qui subit le plus souvent les foudres du père, mais c'est à lui que revient la charge redoutable de suppléer le pater familias, surtout après sa disparition. Vous avez signé dans la presse de cette semaine la lettre d'outre-tombe ou lettre apocryphe de votre père, celle-là qu'il aurait écrite peut-être si les morts pouvaient écrire, mais l'autre disait les morts ne sont pas morts. Que diriez-vous si on vous demandait de résumer la vie et l'œuvre politique de Mbaye Jacques Diop? J'ai souhaité, Mamadou, écrire cette lettre apocryphe pour témoigner et rendre hommage à Maître Mbaye Jacques Diop. J'ai souhaité, en écrivant ces quelques lignes, j'ai essayé au maximum et au meilleur de moi-même de faire fusion avec lui. J'ai appris énormément de choses à ses côtés. J'ai grandi à ses côtés. Mbaye Jacques Diop a été un homme exigeant envers lui-même, exigeant envers les autres. Vous le savez, il est né à Rufisque en 1934, fils unique d'une mère qui elle-même est née à Rufisque en 1898, Adja Thiaba Diop. Fils unique en ces moments-là, dans un contexte d'après-guerre difficile. Il est rentré à l'école à Rufisque, il a été le plus loin qu'il a pu, réussi le concours d'entrée en 6e à l'époque, venu à Dakar pour faire le collège, et il en est sorti très tôt pour aider sa mère, parce qu'il était issu d'une famille qui n'était pas aisée. Il avait l'obligation donc de porter cette famille. Il l'a fait en intégrant une entreprise, grande entreprise, Socosim, comme aide laborantin. Et puis ensuite, il a passé un certain nombre de concours qui l'ont mis en situation de travail. Donc il est sorti très tôt de l'école. Très tôt, donc, il a été en situation de responsabilité, à la fois de responsabilité professionnelle, de responsabilité sociale, puisque étant le fils unique de sa mère, mais aussi de responsabilité politique, puisque son engagement politique s'est fait alors même qu'il n'avait que 15 ans. Oui, et puis ce défi, même cette défiance au grand général de Gaulle, je fais allusion au porteur de pancarte qu'il avait été, avec d'autres Sénégalais jeunes à cette époque. Absolument. Ils ont été inspirés, les porteurs de pancarte, par une génération exceptionnelle qui les a précédés. C'est la génération des Blaise Diagne, de Lamine Gueye, du président Senghor, de Waljojo, de Mamadou Dia. Une génération exceptionnelle. Galandou Diouf, de Galandou Diouf, Maurice Gueye, Alioune Badara Mbengue, Assane Seck. Toute cette génération exceptionnelle a montré la voie à la génération, justement, aux jeunes de 1958. Mbaye Jacques Diop a eu la chance et l'honneur de faire partie de la délégation qui était au congrès de Cotonou, lequel congrès avait précédé la fameuse journée du 26 août 1958 sur ce qui s'appelait alors la place Protet, qui est devenue la place de l'Indépendance. Ce jour-là, en tout cas, l'histoire enseigne que cette jeunesse a chahuté le général de Gaulle. Une jeunesse vibrante, une jeunesse qui avait des convictions. Et cette jeunesse-là a montré l'exemple. Ce qu'ils ont montré ce jour-là, je pense, préfigure les combats qui allaient suivre plus tard et qui allaient amener notre pays à l'indépendance. Donc je rends hommage à tous ces hommes de valeur. Beaucoup de ses compagnons sont encore ici. Le président Ngirandoy, le doyen Amadou Baro Diène et tant d'autres. Le doyen Elie Mandour, père de M. Youssou Ndour, et tant d'autres. Tous. Hassan Masson Diop, le secrétaire général, mais aussi des femmes de valeur. Adja Awagaï, Adja Seynabou Ndoukou-Bar. Tous ont participé à cette journée mémorable et leur exemple doit servir
ce qu'ils ont légué à l'histoire doit servir, doit être enseigné, doit être porté. C'est aussi, je pense, la responsabilité des générations actuelles. Alors, Baye Jacques Diop, tout le monde en parle, c'est vrai. Lui-même parlait de son combat. Vous, le fils, qui avez été le plus proche certainement, dans l'intimité, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à propos de Baye Jacques Diop et que vous pourrez aujourd'hui révéler au public, aux auditeurs qui vous écoutent? Je pense que tout a été dit, ou presque, sur Baye Jacques Diop. On connaît son engagement politique, sa combativité, son courage. Je rappelais tout à l'heure concernant le président Djiboka, ils avaient ça en partage. Courage à la fois physique, mais également courage des idées, un courage intellectuel. C'était aussi un homme d'une grande probité morale, aussi intellectuelle. Quelqu'un qui était fidèle en amitié. C'est à Rufisque, mais également dans toutes les villes où il a été, à Thiès, à Kédougou, à Saint-Louis, où il a forgé ses premières convictions d'adulte et des amitiés pour la vie. C'était un homme extrêmement généreux, mais un homme simple, un homme très simple, accessible à toutes les populations, toutes les couches de la société. Mais c'était surtout, et moi c'est ce qui m'a marqué, c'était surtout un homme de culture, de grande culture. Il était entouré d'ouvrages, de bouquins de toutes sortes. Et c'est peut-être cela qu'il m'a laissé. J'ai eu cette appétence à la lecture, au verbe, aux beaux mots à ses côtés. Parce qu'il avait aussi cette dimension à la fois intellectuelle, mais aussi cet amour de la lecture. Et puis, cette petite phrase qu'il a laissée aussi, jamais nommé, mais toujours élu. Oui, il était très fier de cela. Quelle lecture faut-il en faire? Il était très fier de cela. Il était... Dans nos pays, c'était un homme qui croyait profondément au suffrage universel, à l'onction du suffrage universel. Pour lui, la confiance des populations, le suffrage des populations avait la primauté sur tout. L'homme politique accompli, c'est celui qui est élu. C'est celui qui est élu. Oui. L'homme politique accompli, oui. C'est l'homme politique qui est élu. Aujourd'hui, bien évidemment, le premier d'entre nous, celui qui incarne le Sénégal, qui incarne ce pays, c'est le président de la République. C'est lui qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais. Et plus loin, tous ceux qui ont participé à une élection, qui ont été élus au suffrage universel direct, les maires, les députés, tous ont reçu l'onction du suffrage universel. Nous leur devons respect et considération. La nomination, j'allais dire le fait du prince. C'est un décret qui est pris et qui nomme. C'est le président de la République qui est investi d'ailleurs dans notre contexte institutionnel du pouvoir de nomination. C'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Mais naturellement, l'élection prime sur la nomination. Dans notre contexte, on a tendance à opposer le politique et le technocrate. Oui. C'est une opposition pertinente, selon vous? Non, je ne le pense pas. J'ai des discussions, je discute souvent avec des amis sur cette opposition entre le politique et le technocrate. Et je rappelle souvent que dans l'exemple français, la République française, c'est un pays qui est très proche de nous, pour l'histoire, pour les traditions. Un ministre, très souvent, un homme politique de premier plan, c'est d'abord quelqu'un qui a une formation, quelqu'un qui a un parcours. Que ce parcours-là soit un parcours dans des institutions publiques ou dans le privé. Mais c'est quelqu'un qui a d'abord une formation, bien souvent, qui se soit formé sur le tas ou qui se soit formé dans les universités ou les grandes écoles. La France, ceux qui dirigent la France aujourd'hui, pour l'essentiel, sortent des grandes écoles françaises, de Sciences Po, de l'ENA, de Polytechnique, de HEC, etc. Ceux-là, en tout cas ceux qui sortent de l'ENA et des Polytechniques, ont le choix de rentrer dans ce qu'on appelle les grands corps de l'État. L'inspection des finances, le Quai d'Orsay, le Conseil d'État, la Cour des comptes, François Hollande, le président Chirac, le président Macron, tous sont originaires de ces grands corps de l'État, donc sont des technocrates. Mais par ailleurs, par la force des choses, et parce qu'ils ont décidé d'avoir un engagement politique, ils sont devenus des politiques. Et il leur a fallu aller au contact des Français pour avoir l'onction du suffrage. Un homme politique doit avoir un fief. Un homme politique, fut-il un technocrate, doit, à mon sens, bénéficier aussi du suffrage de ses compatriotes. Les deux vont de pair. Absolument. Ce qui veut dire aussi que le politique doit être aussi quelqu'un de compétent. Absolument. Que la politique n'est pas un métier, une profession. Non, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession. L'homme politique, plus que n'importe qui, l'homme politique doit avoir de vraies compétences parce qu'il est au service de ses compatriotes. Il porte une mission d'intérêt général. Il porte une responsabilité publique. Et quand on a une responsabilité publique, on a un devoir
de compétences vis-à-vis de ses compatriotes et vis-à-vis de soi-même. Nous recevons Pape Madické Diop, PDG de Bordeaux Management School, acteur du secteur privé sénégalais. Vous êtes le fils de Mbaye Jacques Diop, on ne peut pas ne pas le dire. Une question sur le gouvernement qui a été formé récemment. Quand vous le regardez, beaucoup ont épilogué sur sa taille, 39 ministres au moins, sans compter les autres ministres d'État ou ministres conseillers. Pour vous, c'est énorme comme équipe gouvernementale ou non? Écoutez, on peut avoir un gouvernement avec moins de membres, comme on peut avoir un gouvernement avec un peu plus de membres. Avec une promesse au départ quand même de 25 ministres. Et d'ailleurs, le premier gouvernement du président Macky Sall était composé de 26 ministres. Absolument. Ouais. Après, naturellement, au contact de la réalité des choses et de l'action publique, on est amené à faire des ajustements. Et je pense que c'est le cas en l'espèce. Je pense que le président de la République constatait qu'il était important d'élargir l'équipe gouvernementale pour plus d'efficacité, pour porter davantage justement les aspirations du peuple sénégalais. Ce gouvernement-là, il a été constitué, pour l'essentiel d'ailleurs, c'est des personnalités qui étaient là, déjà dans l'ancienne équipe. Il y a eu quelques ajustements, quelques réaménagements. Ce que je peux dire, c'est que nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous souhaitons que ce gouvernement réussisse. Parce que si ce gouvernement réussit, c'est le Sénégal qui réussit. Et c'est le pays... il y a tant de choses, Mamoudou, à réaliser dans ce pays, tant d'espérance. Donc nous ne pouvons que accompagner ce gouvernement. Certains parmi ceux qui ont quitté le gouvernement ont fait beaucoup de bruit, se sont plaints. Oui, je ne connais pas personnellement ces personnes-là. Je trouve que ça participe certainement de l'action, j'allais dire publique, mais de l'action politique. Comme je ne suis pas au cœur de l'action politique, j'imagine que c'est probablement des choses qui peuvent se passer, une certaine déception, une amertume, parce qu'on aurait voulu continuer le travail commencé. Par ailleurs, j'ai entendu aussi des ministres qui sont sortis, qui n'ont pas été reconduits et qui ont tenu à remercier le chef de l'État, remercier les Sénégalais, parce qu'ils ont été ici pendant 3 ans, pendant 5 années. Je pense au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la fonction publique. Je pense aussi à quelqu'un que je connais très bien, Abdou Aziz Tall, oui, qui a été ministre en charge du PSE. Entre les deux, ces deux catégories de ministres, quel est, selon vous, l'exemple à suivre? Moi, je pense que c'est l'exemple des derniers que je viens de citer. Oui. On n'est pas ministre à vie, on n'est pas député à vie. On est au service de son pays parce que cela a été décidé par... on a décidé à un moment donné de vous confier des responsabilités. Celui qui a décidé de vous confier ces responsabilités-là peut un jour y mettre un terme. C'est pourquoi, d'ailleurs, Mamoudou, je l'ai rappelé tout à l'heure, voilà ce qui distingue la nomination de l'élection. Parce que naturellement, quelqu'un qui est élu, celui-là, il n'y a que les Sénégalais pour mettre un terme justement à la position qu'il occupe. À une certaine époque, l'appellation fils de chef était très en vogue. Durant la colonisation, surtout, existait l'école des fils de chef. Dans le Sénégal d'aujourd'hui, on parle beaucoup plus des fils de, allusion notamment à l'association de la progéniture de la famille à la gestion des affaires de l'État. Que renvoie selon vous la dénomination fils de? Et en êtes-vous un? Je connais bien cette dénomination, comme vous dites, Mamoudou. Moi, vous l'avez dit, je suis le fils de Mbaye Jacques Diop. Je n'ai tiré dans ma vie aucun privilège d'être fils de Mbaye Jacques Diop. J'ai grandi à Rufisque, à Mérina, dans un quartier populaire. Plus tard, après, aux HLM, à Dakar, dans un quartier aussi populaire. Puisque Jacques Diop avait aussi une maison où vivait ma mère aux HLM de Dakar. J'ai été à l'école publique, école primaire publique, lycée public, avec des amis. J'ai toujours été dans une maison, une concession, où ceux qui n'étaient pas de la famille biologique étaient 2 ou 3 fois plus nombreux que les enfants issus de la famille biologique. J'ai vécu ces moments-là, qui sont des moments de grande fraternité,
de complicité. Parce que c'est cela le Sénégal aussi. Vous n'aviez pas de privilèges? Vous n'aviez pas tendance à regarder les autres un peu de haut? Aucun. Je n'ai jamais eu quelques privilèges. Ni moi, ni mes frères, ni mes sœurs. Parce que nous n'avions pas été éduqués comme cela. Nous vivions, je le rappelais tout à l'heure, dans un environnement où il y avait des dizaines de personnes. Concession où il y avait des dizaines de personnes qui se réveillaient le matin, qui n'étaient pas de notre famille, mais qui au final étaient de notre famille. Ceux-là venaient de Rufisque, ils venaient de Touba, ils venaient de Kédougou, ils venaient de Louga, parce qu'ils faisaient leurs études à Dakar et avaient été confiés par leurs parents à Mbaye Jacques Diop. J'ai grandi avec eux. Je n'ai jamais eu de privilèges, et mes frères et sœurs également. Je rappelle souvent à mes enfants qu'à midi, lorsque je revenais du lycée avec quelques-uns de mes amis, nous nous retrouvions, on était une vingtaine, une trentaine, autour de bols qui étaient posés par terre. Et le fait d'être membre de la famille biologique ne conférait aucun droit à l'un d'entre nous. C'est cela aussi, pour moi, c'est une école de la vie. Maintenant, dans notre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons une tradition, une culture qui veut que lorsqu'on a la chance d'avoir des parents qui ont occupé des responsabilités ou qui occupent des responsabilités, des parents qui ont le privilège lié à la fonction, naturellement, on est regardé de façon différente. Je pense qu'on a un devoir, lorsqu'on est issu d'une telle famille, un devoir d'humilité, un devoir de responsabilité et surtout le devoir de s'accomplir par soi-même. Que demain, parce que être fils d'eux, dans l'acception populaire, c'est souvent aussi quelqu'un qui est recommandé, qui est pistonné. Oui, et qui est même boulimique, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Boulimique, pistonné, recommandé. Moi, je n'ai pas connu cela. Et je n'ai jamais voulu connaître cette position-là. L'État et la famille font-ils bon ménage, à votre avis? C'est une question qui agite le débat politico-social, ici comme ailleurs. Il y a, quand on me pose la question, je convoque souvent le système de reproduction sociale en France. Les élites qui se reproduisent. Les élites qui se reproduisent de père en fils, on est médecin, on est avocat, on est inspecteur des finances, on est député, on est ministre, etc. Et naturellement, on peut penser que tous ceux qui ont vécu dans ces environnements-là, parce qu'ils ont été dans des environnements préservés, parce qu'ils ont été accompagnés, ils ont pu justement arriver à ces niveaux de responsabilité-là. Je pense qu'il faut faire très attention dans nos pays, en Afrique, dans nos jeunes démocraties, au lien entre la famille et le pouvoir, l'État et la famille. En revanche, il me semble tout aussi important de dire que nous sommes dans des pays jeunes, avec pas suffisamment encore de compétences, d'expertise. Si demain ou aujourd'hui, quelqu'un qui est en situation de responsabilité a un membre de sa famille qui a une expertise, qui a une compétence, cette personne-là, si tant est qu'elle peut proposer ses compétences à la nation, moi j'ai dit pourquoi pas. Mansour Niang vous pose une question très précise. Que pensez-vous de la nomination du frère du président, Aliou Sall, comme directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation? Je connais Aliou Sall. Je l'ai connu, il n'était pas directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, il n'était pas maire de Guédiawaye. Je l'ai connu, il était professionnel, sénégalais, compétent, courageux, entreprenant. Journaliste aussi. Journaliste. Oui. C'est un de vos confrères. Oui, camarade de promotion. Oui. Et il a occupé des fonctions à la fois des responsabilités publiques, mais également privées. Il a des compétences, il a une expertise. Il est maire de Guédiawaye. Pour être maire de Guédiawaye, il lui a fallu naturellement aller demander les suffrages des Sénégalais. On revient à l'élection et à la nomination. Il a été élu. Donc il a une légitimité. Là, il est nommé directeur général de la Caisse de dépôt et consignation. Quand je discute avec des amis, naturellement, ce que je mets en avant, c'est que pour lui, comme pour tous les autres, nous n'avons pas de texte dans ce pays qui empêche, directement ou indirectement, le membre ou les membres de la famille d'un homme investi de responsabilités publiques à occuper tel ou tel emploi public.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un principe sacro-saint, c'est l'égalité des citoyens devant l'accès aux emplois publics. Mais des citoyens aussi qui ont eu quand même à beaucoup s'offusquer de l'implication de Karim Wade du temps de la gouvernance de son père, le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, on parle d'Aliou Sall, le jeune frère du président Macky Sall. Oui, le débat, il est quand même là et c'est des citoyens qui le posent. Absolument. Quelle réponse donneriez-vous ? Je comprends que ce débat-là soit posé. Il a été posé, vous l'avez dit, sous la présidence Wade, notamment par rapport à Karim Wade, au ministre Karim Wade, pour les fonctions qu'il occupait à l'époque. Je pense que ce qui était en cause à l'époque, c'est moins la fonction ou la responsabilité qui lui était confiée que la multitude de responsabilités qui étaient finalement sur ses épaules. Oui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte de ce traumatisme citoyen ? Alors, oui, Mamadou, certainement. Je termine juste sur ça, c'est que l'autre chose qui avait finalement interpellé les Sénégalais, c'est, je pense, il y avait là, en filigrane, en tout cas, une perspective, on l'a dit, répété, la presse en a fait une perspective de dévolution monarchique, même si cela n'a jamais été affirmé très clairement par le président Wade lui-même. Je pense que c'est cela qui était en cause à l'époque. Les contextes sont différents, les choses ont changé. Je comprends. Certains le disent aujourd'hui aussi. Par rapport à qui ? Oui, en parlant du jeune frère du président et de la famille du président de manière générale. Vous pensez que c'est une accusation exagérée ou fondée ? Je le pense. Moi, je ne connais pas la famille. Elle est exagérée ou fondée ? Je pense qu'elle est exagérée. Je ne connais pas la famille du président en dehors de Aliou Sall. Et ce que j'ai dit sur Aliou Sall, c'est également ce que je sais de lui. C'est-à-dire un homme sénégalais qui a des compétences, qui a une expertise, qui a fait un certain nombre qui a fait ses preuves dans le public comme dans le privé, et qui me semble être en capacité de diriger une institution, une entreprise comme la Caisse de dépôt. Pape Madické Diop, PDG de BEM, Bordeaux Management School, vous prenez maintenant votre casquette d'entrepreneur, d'acteur du secteur privé. Pour certains observateurs, le secteur privé sénégalais est relégué au second plan au profit d'entreprises étrangères. Avez-vous le même sentiment en tant qu'acteur privé ? Non, moi je ne partage pas ce sentiment-là. Moi je suis quelqu'un de très ouvert sur le monde et notamment sur le monde des affaires. Je n'interviens pas seulement au Sénégal, j'interviens en France, j'interviens dans des pays voisins, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Je ne me suis jamais senti étranger en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Je n'ai jamais été non plus brimé en France. J'estime que lorsqu'on entreprend, ces États-là ont la responsabilité et l'obligation d'offrir à ceux qui entreprennent, de libérer les initiatives, d'offrir à ceux qui entreprennent un cadre à la fois qui permette l'éclosion des talents, mais qui permette aussi à chacun réaliser son projet. Et je pense que c'est le cas. Nous sommes dans ce contexte-là. Nous ne compétissons pas seuls dans le contexte sénégalais. Il y a des acteurs étrangers qui naturellement investissent ici. Et ceux-là doivent être traités, je crois, c'est mon avis, de la même façon que les Sénégalais. Moi, je ne suis pas pour la préférence nationale. Il est vrai, dans certains domaines, l'État a la responsabilité de protéger certains secteurs. Oui, et pour créer des champions économiques, comme on a tendance à le dire, non ? Créer des champions économiques, oui, ne veut pas dire s'enfermer, ne veut pas dire protéger plus qu'il ne faut les acteurs locaux. À quoi renvoie la protection dont vous faites état ? Pour moi, la protection, c'est d'abord accompagner tous ceux qui veulent entreprendre par la formation, par l'information et par l'assainissement du climat des affaires. Faire en sorte qu'un Sénégalais qui souhaite entreprendre soit accompagné. Permettre au maximum de Sénégalais, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, d'être en capacité d'accéder au crédit, d'accéder au financement. Ça, c'est la responsabilité aussi de l'État qui doit poser ces règles-là. Nous avons ici des entrepreneurs remarquables dans ce pays, dans tous les domaines. Dans le domaine de l'aviculture, dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, dans le domaine des télécommunications,
dans le domaine de la presse, nous avons de formidables entrepreneurs. Oui, l'aviculture. L'aviculture, naturellement, j'en ai parlé. Oui. Dans tous ces secteurs-là, nous avons de formidables entrepreneurs. Mais nous avons aussi énormément de talents dans des domaines qui ont besoin d'être encore plus accompagnés. Je pense notamment à l'artisanat. Nous avons de formidables artisans dans ce pays. Pourvu qu'on consomme aussi ce qu'ils produisent, ces artisans. C'est un gros problème dans notre pays, non? Absolument. C'est pourquoi d'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié la décision du chef de l'État, en tout cas qui souhaitait que 15% de la commande publique soit justement satisfaite par les artisans sénégalais. Je pense que ça aussi, c'est une mesure à saluer. On aurait pu avoir l'inverse, non? Oui, n'est-ce pas? Mais c'est un début. On doit être plus ambitieux que ça. Absolument, oui. Je suis d'accord. C'est un début, mais je pense que c'est un bon début. Oui. Et il faut traduire cela en actes. Il faut traduire cela en réalité. Alors, il y a cette réflexion d'une auditrice à Sougueï. Le secteur privé est aujourd'hui porté par la CNES, CNP, CEDES, MEDES et peut-être d'autres structures qui certainement font de leur mieux pour le développement des PME et TPME. Néanmoins, la question fondamentale est de savoir comment l'État, de par la commande publique, implique de façon structurelle et sur la base des procédures qui régissent les marchés publics ce secteur aujourd'hui noyé par les bureaux étrangers. L'expertise locale, en tout cas dans bien des domaines, est taxée de moindre qualité alors que c'est totalement faux. Dans le domaine de l'ingénierie conseil actuellement, les BE ont créé des filiales de droit sénégalais alors que les administrateurs sont des étrangers à 100% qui rapatrient leurs fonds chez eux après exploitation. Êtes-vous d'accord avec Assougui? Elle a dit beaucoup de choses. Oui, elle a dit beaucoup de choses. Elle a raison en partie. Pour ma part, moi j'interviens en Guinée, j'interviens en Côte d'Ivoire, j'interviens au Mali. Je n'ai jamais été mis de côté. On ne vous regarde pas du genre, mais du tout. D'où vient-il? Ah, c'est un Sénégalais. Du tout. Ouais. Et je rencontre nombre de Sénégalais dans les avions et dans les pays de la CEDEAO et au-delà. Des Sénégalais qui ont une vraie expertise. Le Sénégal est un formidable pays avec de vrais talents. Je rencontre nombre de Sénégalais dans tous ces pays qui travaillent et qui gagnent des marchés. Ici également, nous participons, comme les acteurs étrangers, au marché public. Et il arrive bien souvent que les marchés soient remportés par des Sénégalais. Il est vrai, sur un certain nombre de domaines extrêmement techniques, pointus, probablement la lourdeur des cahiers de charges, le type d'expertise demandée, les cautions qui sont envisagées, tout cela ne facilite pas l'accès finalement des acteurs locaux à ce type de marché-là. Parallèlement, vous avez quand même dû remarquer la forte présence de ces firmes étrangères, françaises, marocaines, turques, chinoises et bien d'autres, non, pas Madické? Oui, tout à fait. Ça ne vous gêne pas? Le contraire, ce serait quoi, Mamadou? Ce serait de fermer notre pays à l'expertise étrangère. Qu'on voit des sociétés sénégalaises quand même qui sont dans des positions confortables, non? Je pense que c'est important. Il est important que nous ayons ici dans ce pays, je l'ai dit, nous avons des personnes de grand talent, nous avons des experts de très haut niveau, appréciés en Afrique et ailleurs. Ceux-là sont en capacité, effectivement, de compétir avec des experts de tous les pays. Donc je ne vois, j'ai dit, je l'ai rappelé tout à l'heure, il arrive que dans un certain nombre de domaines, que ce qui est envisagé, justement, nécessite à la fois une expertise tellement pointue, l'association d'experts nécessite également un financement, des cautions qui probablement ne sont pas toutes choses qui ne peuvent pas être garanties par des experts locaux ou par des cabinets locaux ou des firmes sénégalaises. Et c'est en cela qu'il faut, je pense, que l'État encadre aussi cette commande-là, l'espace des marchés, pour permettre aux Sénégalais d'aller en collaboration avec des experts internationaux, avec des cabinets internationaux, des firmes internationales. Probablement, l'État devra exiger, dans un certain nombre de domaines et sur des marchés spécifiques, dire à une firme internationale, vous êtes en capacité de réaliser cela ici au Sénégal, mais je vous demande d'être en joint venture, en collaboration avec une firme sénégalaise. D'autant plus que dans certains pays, jamais une entreprise étrangère ne peut détenir la majorité du capital. C'est 49 maximum, absolument. 51% aux nationaux. Absolument. On devait arriver à cette situation au Sénégal? Je ne le pense pas. Je connais ces pays-là où effectivement, dans un certain nombre de domaines, l'État exige, en tout cas que
les nationaux détiennent au moins 51% du capital, donc la majorité du capital d'un certain nombre de sociétés. Moi, je ne suis pas pour ces formes de protection-là. Je pense qu'on peut travailler ensemble dans un monde global. On peut avancer ensemble sans cette ultra-protection. Parce que tout de même, il ne faut pas qu'on refuse d'être dans le temps du monde. Même pour la Sonacos ou la Poste, société qui pourrait être privatisée, la Sonacos, ce serait une reprivatisation. La Poste, on en parle également. Selon nos confrères du quotidien, l'État et le FMI seraient tombés d'accord pour la privatisation de ces deux sociétés. Vous pensez qu'on ne devrait pas les protéger, donner la plus grosse part aux nationaux? Il y a des privés nationaux qui peuvent être intéressés. Bien sûr. Et si des privés nationaux sont intéressés dans cette perspective de privatisation de Sonacos et de la Poste, et si ces privés nationaux ont les capacités techniques et financières pour prendre le contrôle de ces sociétés-là, mais naturellement, moi j'applaudis des deux mains. Parce que c'est cela aussi qui fait un pays. Nous souhaitons que dans ce pays, en tout cas des sociétés, parce que là on est dans des domaines extrêmement sensibles, on est dans des secteurs sensibles, qui participent même, à l'origine, c'était des secteurs qui étaient assumés par l'État, parce qu'il y a une mission d'intérêt général derrière. Donc je suis tout à fait d'accord pour que demain, que des privés nationaux, parce qu'ayant les capacités techniques, les capacités financières, soient accompagnés par l'État pour justement prendre le contrôle de ces sociétés-là. Le patronat sénégalais ne manque pas l'occasion souvent de flétrir un peu la politique fiscale du Sénégal. En dépit d'un nouveau code général des impôts, le patronat pense qu'il faut même procéder à une réforme à la réforme, certains le disent. La politique fiscale du Sénégal vous inspire quelle réflexion, Pape Madické Diop? Je pense qu'on a une politique fiscale qui est à la fois qui repose sur une administration fiscale qui est compétente, qui est techniquement bien armée. Nous sommes dans un pays où finalement l'assiette fiscale, je pense on l'a élargie au maximum. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en capacité de payer l'impôt payent l'impôt. Mais je pense que nous pouvons aller encore plus loin dans l'accompagnement de ceux qui font l'économie d'un pays. L'économie d'un pays, c'est les entreprises privées, c'est les initiatives privées. Accompagner l'initiative privée, accompagner les entreprises privées par un système d'allègement fiscal, par un système incitatif. Je pense que tout cela mérite d'être revisité. C'est vrai, il y a eu des avancées, notamment sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, mais je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, le taux de l'IS est à 30%. Oui. Moi, je pense qu'on devrait... À un moment, on a été à 25%. Oui, et je pense qu'on peut même aller beaucoup moins que 25%. Vous préconisez combien? Je pense qu'on peut aller beaucoup moins. On peut rester aussi à 30 ou à 25. Mais je pense que toutes les entreprises qui sont dans une situation de réinvestir les bénéfices, qui sont donc en situation de remettre dans l'outil de production ce qu'elles ont gagné, je pense qu'il faut appliquer à ces entreprises-là un taux qui soit totalement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Par exemple, on pourrait demain dire une entreprise qui réinvestit, mais finalement le taux de l'IS qui s'applique à elle, c'est 15%. Par exemple. Je pense que ça, parce que, vous savez Mamadou, les choses sont très claires. Si le profit des entreprises diminue, il n'y a pas d'investissement. Et s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi. Et s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de consommation. Et s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de croissance. L'emploi, justement, le président Macky Sall a pris la résolution de faire de l'année 2018 une année sociale et plus spécifiquement une année des jeunes et des femmes. Qui parle de jeunes parle d'emploi. Le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, a donné un dernier chiffre chez nos confrères du Soleil. 234 360 emplois décents créé au 31 décembre 2015, dit-il. Le président Macky Sall avait promis de créer 500 000 emplois pendant son premier mandat qui s'achève dans un peu moins de 2 ans. Pensez-vous que ce chiffre sera atteint, 500 000 emplois en 2019? J'ai lu l'interview du secrétaire général du gouvernement
Effectivement, il annonce ce chiffre-là de un peu plus de 234 000 emplois créés. Il annonce le rythme de création d'emplois. Il dit que d'ici 2019, ce chiffre-là sera probablement atteint. Vous y croyez? Écoutez, il faut faire une analyse plus fine de ces chiffres-là et de l'état de notre économie. La création d'emplois, on peut créer 1000 emplois, mais ces 1000 emplois-là, quels sont-ils? Est-ce que ce sont des CDD d'1 an qu'on a reconduit l'année d'après? Dans ce cas-là, ce n'est plus 1000 emplois. Ou est-ce que ce sont des contrats à durée indéterminée? Est-ce que ce sont des contrats de stage? Est-ce que ce sont des contrats de travail temporaire? Il a dit emploi décent. Emploi décent, oui. On peut y mettre beaucoup de choses, quoi. On peut certainement y mettre beaucoup de choses. Mais je crois qu'il y a une volonté de l'État, en tout cas d'accompagner la création d'emplois et la création de richesses. Mais je l'ai dit, Mamadou, ce n'est pas le rôle de l'État de créer de l'emploi. L'État doit mettre en place les politiques, doit assainir le climat des affaires. L'État doit mettre en place les règles du jeu qui permettent à l'entreprise privée de créer de l'emploi. Vous êtes patron d'une école de commerce. Est-ce que vous avez, le sentiment que vous contribuez d'abord à la formation, à une bonne formation de ceux qui postulent à l'emploi, d'autant plus qu'il y a parfois des critiques qui vous sont faites du genre il y a trop d'écoles de commerce, certaines ne sont pas sérieuses, leurs diplômes ne sont même pas reconnus. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces critiques? Ce que je dis, c'est que ces critiques ne sont pas fondées. Ceux qui ont décidé d'entreprendre dans ce secteur-là sont des Sénégalais, des hommes et des femmes qui ont été formés à la bonne école, qui ont été dans les plus grandes écoles et les plus grandes universités. Et est-ce que ces écoles sont bien articulées avec la politique éducative et de formation du pays? Oui, alors j'en viens. Oui. Donc, ce sont des entrepreneurs. Moi, je me définis comme un entrepreneur académique, un entrepreneur dans le domaine de l'éducation. Je dis, nous sommes plusieurs dans ce domaine-là. Il y a des précurseurs. Je pense notamment à Babacar Sy, de Subdeco, je pense à Amadou Diaw, ISM, etc., qui ont fait des choses remarquables depuis le début des années 90 dans ce pays. L'IAM. Je pense à Moustapha Guirassy de l'IAM et tant d'autres. Je pense au CESAG, même si le CESAG n'est pas totalement privé. Toutes ces écoles-là participent finalement d'une mission, délégation de mission de service public. Parce que, comme disait Hugo, l'éducation, c'est la famille, mais l'instruction, c'est l'État qui la doit. Aujourd'hui, des acteurs privés ont décidé de venir aux côtés de l'État et d'accompagner justement cette arrivée massive d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Justement, vos étudiants formés et qui sortent de vos écoles, sont-ils de potentiels chômeurs ou de potentiels employés? Voilà. Je pense, Mamadou, moi je pourrais donner ici des chiffres pour ce qui nous concerne, nous, mais également toutes les écoles que j'ai... Et même entrepreneurs, parce que ce n'est pas seulement d'être employé, mais aussi d'être entrepreneur. Nous formons à la fois des entrepreneurs, oui, donc des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, demain, seront en capacité d'entreprendre. Quels sont les chiffres? Aujourd'hui, en tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, à la sortie d'école, les étudiants, nous avons 80% des étudiants qui, dès la première année, dès l'année de sortie, est en situation d'emploi ou d'entrepreneuriat. Et dès la deuxième année, le chiffre est plus proche de 100% que de 99%. Donc, ça, c'est une réalité. Ces écoles-là accompagnent aujourd'hui la politique gouvernementale. Vous savez, l'État ne peut pas tout faire. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, l'université connaît d'énormes difficultés depuis maintenant plusieurs années, arrivée massive des étudiants dans l'enseignement supérieur, et un travail remarquable est en train d'être fait par l'État du Sénégal. Et je dois saluer ici l'action du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, avec, lors de la concertation sur l'enseignement supérieur de 2013, naturellement un certain nombre de décisions ont été prises. Et ces décisions sont en train d'être appliquées. Élargissement de la carte universitaire, donc la création de nouvelles universités, l'université Amadou Mahtar Mbow, l'université de Kaolack,
le développement de l'université de Ziguinchor, l'université Alioune Diop de Bambey. Je pense que tout ça participe d'une bonne politique éducative. Mais justement, pour autant, est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble dans la politique d'emploi du gouvernement articulée à la politique éducative qui implique les écoles de commerce, si on part du postulat que le chef de l'État lui-même reconnaît des imperfections et de l'accusation selon laquelle il y a une politisation du financement des projets d'entrepreneuriat? Oui, alors, Mamoudou, ce que je peux dire ici, c'est qu'en réalité, nous devons revisiter notre système éducatif. Nous avons un système éducatif qui souhaite amener le maximum d'élèves au baccalauréat et aussi le maximum d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Cette année, nous avons eu à peu près, je pense, 147 000 candidats au bac pour un peu moins de 46 000 bacheliers. Nous avons même le taux de réussite au bac a régressé par rapport à l'année dernière. Ma conviction, c'est que l'université, tout le monde n'a pas vocation à aller dans des études longues à l'université ou en école de management. Je pense que nous devons former des jeunes sur des bacs professionnels. Nous devons orienter l'éducation et l'enseignement vers des situations professionnelles, techniques, qui permettent aux jeunes d'avoir un métier. L'université, je rappelle, elle a été créée, toutes les universités ont été créées, mais pour justement former les élites intellectuelles. Ouais. On a besoin de techniciens, de gens capables de prendre des situations. Aujourd'hui, on a beaucoup de situations dans lesquelles nous manquons de techniciens capables d'accompagner, aussi bien dans le bâtiment, dans le secteur horticole, etc. Justement, Fatimata Almami, nous allons terminer par là, qui vous demande, y a-t-il des partenariats qui existent ou qui tendent à se faire ou qui sont prévus entre les écoles privées, type BEM, et justement ces entreprises, ces firmes étrangères comme nationales, comme locales? Oui, je pense que l'ADN d'une école de management, c'est le lien, la permanence du lien entre l'entreprise et l'école de management. Une école de management qui n'a pas cette permanence du lien avec l'entreprise n'est pas une école de management. Vous l'avez ? Bien sûr. Bien sûr, nous l'avons et tant d'autres écoles l'ont également. C'est fondamental. L'entreprise doit être au cœur de l'école de management. Sinon, l'école de management n'a plus d'existence. Pape Madické, est-ce que le gros problème du Sénégal, ce n'est pas le manque, le défaut ou l'absence de ce leadership capable de soulever des montagnes, qui ose, qui a de l'audace, qui entraîne les jeunes? Oui, moi je dis toujours à mes étudiants, je leur dis toujours, n'ayez pas peur, soyez audacieux, soyez courageux. Je leur dis, et je reprends souvent les mots de René Char, celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Il faut de l'audace, il faut du courage pour affronter le monde dans lequel nous sommes. Et ça, c'est la responsabilité des jeunes générations. Et d'un certain leadership aussi. Oui, un leadership. Incarné par des politiques, par exemple. Oui, je pense que nous devons avoir des institutions fortes, le président Obama le rappelait, mais nous devons avoir aussi un leadership fort. Un leadership à la fois politique, mais également un leadership entrepreneurial. Et je pense que dans l'espace dans lequel nous sommes, l'espace économique, il y a des Sénégalais qui ont montré la voie, qui ont montré que c'était possible. Il était possible de se réaliser et d'accomplir de formidables choses dans ce pays. Je crois que aussi, dans le domaine public, dans le domaine politique, un leadership est en train de naître. Nous sommes une génération, c'est la génération d'après-indépendance. C'est cette génération-là qui est aux affaires aujourd'hui. Elle a une lourde responsabilité. Avec quelques vieux. Oui. Comme le disent. Nous allons finir par là, Pape Madické, sur votre réflexion sur le leadership. Je rappelle que vous êtes Pape Madické Diop, PDG de Bordeaux Management School, BEM et docteur en sciences de gestion, acteur donc du secteur privé. Vous êtes aussi le fils aîné de Mbaye Jacques Diop. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury, présenté avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Marie-Justine Diogo, digital manager Maguette Koulibaly. Dans un instant, le journal de midi. Rendez-vous dimanche prochain.